Bonjour Julia, bonjour tout le monde, Bonjour Sébastien. et nous voilà de retour. Oui, on peut dire bonjour. Euh, c'est rigolo parce qu'on a remarqué tout à l'heure que c'est notre premier podcast tous les deux dans notre nouvelle maison. Enfin, on est chacun dans notre C'est ça, nouveau chez nous, donc on a dû c'est le semer vent du changement. des stalkers. Notre vie est... je crois qu'il y a beaucoup d'écho chez moi parce que je suis dans mon bureau cette fois, pas dans ma chambre, et il manque des meubles. Donc pardonnez ce côté un peu cathédrale, mais voilà, imaginez Mhm. que je suis, c'est très ASMR, dans une cave où il y a du Chapelle Rouen qui joue dans un festival à côté pendant que vous êtes dans des toilettes, tu vois. C'est ça, Through the glass door. Sous the Glass Door. Et toi, Julia, tu es où? Alors moi je suis dans un bureau qui est une future salle de cinéma, Ouais. enfin c'est un bien grand mot, qui est pleine de cartons pas vidés. Donc moi normalement il n'y a pas d'écho Non, tu devrais être dans possible. un bon son bien, C'est bien, bien moite, bien mat. bien ouais, ça va être pas mal. Mais oui, émouvant. Très bien. Ça fait Euh, longtemps. Ça fait longtemps, et ça tombe bien, j'ai vu plein de séries à cause de toi, ou Bon bah grâce à parfait. toi, parce que j'ai plus ou moins Hey, suivi hey. ton top 10 selon ce que j'arrivais à me trouver à regarder dans le train. Allez. Voilà, donc on va en parler. Toujours le petit point de Race. Et Ouais. toi, Julia, je pense pareil, Pareil, je t'as vais vu vous des petites parler un choses. peu. Ça va être un épisode simple. On va juste un peu parler on va faire une liste, une numbered list, comme Ok, dit la grande Jenny Nicholson, de ce que je regarde en ce moment, quelques séries que j'ai terminées, que je suivais depuis longtemps. Voilà. très bien. On va peut-être commencer par les séries à qui j'ai dit au revoir cette année. Vas-y, commençons à Euh, dire au revoir aux séries. Bah, j'ai dit au revoir à une que tu avais regardée. Je ne sais plus si, je crois que tu la continues, mais t'es pas en même temps que moi. Ok. The Handmaid's Tale, c'est Ah terminé. non, j'ai pas encore regardé la dernière saison, je suis pas trop d'humeur. Honnêtement, tu la regarderas. Oui, On l'a regardée avec ma petite sœur pendant sa diffusion. Et alors j'avoue, je sais que beaucoup de gens ont abandonné cette série parce qu'ils la trouvaient trop anxiogène. Je ne peux que vous comprendre, oui. même si on va dire qu'il se passe des choses au fil de la série où certes c'est toujours assez intense ce qui se passe, mais on n'est pas au niveau des premières saisons où Oui, non, non, effectivement on on n'est sortait plus chaque du tout épisode dans genre un... mais On est plus dans de la petite histoire alors micro on que est dans plus le dans gros le macro. c'est ça, et on est plus dans une espèce de thriller d'espionnage Oui, maintenant, alors qu'avant c'était vraiment dystopie hardcore machin. Là on est plus dans le thriller depuis quelques saisons. Et ma foi, dernière saison pas dingue. Moi, c'est ça qui me faisait revenir avec cette série à chaque fois, c'est que j'étais prise par l'histoire. En fait, j'aimais beaucoup l'intrigue. Je voulais savoir comment ce personnage allait évoluer, comment ils allaient s'en sortir pour tel truc, comment ils allaient faire sortir tel personnage. Enfin, ce qui me faisait revenir, c'est que je pense un peu l'âme de la série, c'est-à-dire on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et c'est ça qui me faisait revenir. La dernière saison, malheureusement, il se passait pas grand-chose. On s'en moquait un peu avec Margot, avec ma sœur, parce que j'exagère un peu, mais en gros, chaque épisode, tu sentais un peu il y avait une vibe dernière saison, et il teasait un big affrontement final. Genre, ok. ça va être la série où on va démanteler le régime machin, Gilead et tout ça. Et donc c'était un peu genre, c'est comme la bataille du gouffre d'Helm dans Seigneur Anneaux, tu Mm. sens qu'il y a un truc qui va arriver. Le problème c'est qu'ils ont fait ça à chaque épisode. Et c'est comme si chaque épisode, j'avais l'impression que le dernier plan, c'était gros plan sur Elisabeth Machin, avec son regard de Chicken Run là, et qui regarde la caméra qui fait We're ready for battle. En fait, puis, genre, this time, we're ready to burn this shit down. Enfin, tu sais, il y avait toujours ça. À chaque Et tu épisode, sais, à chaque fois, c'était genre, la prochaine fois, on y c'est va. parti. Et en fait, à chaque fois, ça démarrait pas. Et rebelote, dernière réplique, genre, and next time, we kill the motherfuckers. On avait l'impression d'être gaslighté par la série, genre, mais putain, c'est quand est-ce que vous foutez le feu à tout, là, c'est bon. Bon, ça finit par arriver. Il y a une scène en particulier qui arrive à l'avant-dernier épisode qui est vraiment fantastique. La série a toujours ses moments de grâce. Elle se termine
j'ai bien aimé le dernier épisode, Mhm. et en même temps, il est frustrant parce qu'il y a plein de choses qui ne se terminent pas, parce qu'il y a le spin-off, le The Testaments, qui va sortir dans pas longtemps. Oh, Et pardon. on sent que... alors, je peux même pas vous raconter vraiment l'intrigue de The Testaments, parce que rien que l'intrigue, c'est un spoil. Ok. Donc c'est une suite. Mais ils sont en tournage, c'est une suite. Et qui va reprendre certains acteurs et actrices de la série. Et ils sont en plein dedans, là, en ce moment. Ouais, donc il te laisse aussi le- un peu sur la c'est- fin de la série pour que tu puisses regarder la suivante. c'est quoi. ça. Ah, Le merde. dernier épisode, c'est vraiment à la fois ça conclut The Handmaid's Tale et ça introduit un peu The Testaments, je trouve. Ok, Donc voilà, hâte que tu l'aies vu et que tu me dises ce que t'en penses. très bien. Ok. Est-ce que toi, tu as fini une série peut-être pour Oui, rester dans le j'ai thème fini. Ah bah, ça tombe bien, que tu dis ça. J'ai fini une série que j'avais commencé il y a des années, peut-être 20 ans, Mais non. et que j'ai pitché. La petite mosquée dans la prairie. Ah ouais, tu regardais toujours. Ben, elle est pas facile à trouver en fait sur internet, donc je l'ai un peu Ouais. abandonnée. Mais elle était toujours dans ma liste des séries à voir. Mais elle est pas Euh, super courte. non, il y a 6 saisons. Ah oui, d'accord. Il y a 6 saisons d'une vingtaine d'épisodes, c'est vraiment une sitcom, tout ce qu'il y a de plus classique. Non, plutôt une douzaine d'épisodes par saison. Et donc, je l'ai enfin fini parce qu'elle était sur Dailymotion. Ok. Alors, croppée, avec l'image inversée, avec du vignettage sombre autour, et il manque peut-être une minute au début, voilà. Mais j'ai enfin réussi à la finir. C'était très sympa à revoir. J'ai fait beaucoup trop passages devant. J'ai fait des cartons devant parce que j'ai dû faire ça pendant mon déménagement, je crois. Et non, j'ai bien aimé. Peux-tu rappeler, peux-tu rappeler de quoi ça parle? Le pitch. Alors, on est vraiment dans une petite ville paumée du Canada, euh, où vraiment petite- pas une ville redneck, mais enfin voilà, c'est une ville du Canada, et il y a une petite communauté musulmane qui s'installe, ou qui est déjà installée, je ne sais plus. Mais je crois qu'en fait, le premier épisode commence où l'imam, il y a un nouvel imam, et du coup, comme ils n'ont pas de mosquée, ils sous-louent l'espèce de salle des fêtes de l'église du coin. Donc tout le pitch, c'est ça, c'est les deux Mhm. communautés anglicanes et musulmanes qui doivent apprendre à cohabiter ensemble, Mhm. des grands débats et des discussions sur la religion, gna gna gna. C'est une série qui est de 2006, quelque chose comme ça, donc on est pas mal loin du 11 septembre. C'était vraiment fait pour essayer, je pense, de d'apaiser, d'apporter un nouveau regard sur la communauté musulmane, donc au Canada, mais aussi aux États-Unis. Je pense qu'il y a pas mal de, de parallèles qui sont faits. Et c'est très sympa, c'est très mignon. Moi j'ai bien aimé. Moi il y a un truc que j'ai remarqué dans les dernières saisons que j'avais pas vu avant, c'est la relation de la mère et la fille, parce qu'on suit surtout une famille. La fille, elle a la vingtaine, elle est docteur, et il y a ses parents, et la mère, elle n'est pas musulmane à la base. J'ai remarqué que c'était une relation mère-fille qui était assez intéressante, parce que leur relation euh, n'était pas que mise en scène uniquement par leur relation mère-fille. Tu pouvais voir tout un épisode et penser que c'est juste deux copines, avec un écart d'âge effectivement assez avancé, mais toute leur intrigue autour d'elles ne tournait pas que ah maman tu m'embêtes, ah ma fille tu m'embêtes, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez sympa de montrer une espèce de relation vraiment d'adulte à adulte entre une mère et une fille. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments effectivement où elle fait la maman, voilà. Mais il y a pas mal d'épisodes où elles ont juste des intrigues qui sont liées à d'autres trucs, à leur travail, au quotidien de la ville, à d'autres sujets. Enfin, et j'ai remarqué ça à un moment dans mon visio. Je me suis dit, tiens, c'est assez. Et j'essaie de trouver d'autres exemples. Et ça n'a pas toujours été facile. Ouais, t'as raison. Surtout dans les sitcoms où tu veux rentrer dans les trucs un peu rapides, euh, Ouais. dans les relations entre les gens. Il y avait un peu ça, un peu dans One Day at a Time, je trouve. Oui, un peu. Tu sais, les épisodes où elle emmène son gamin au cinéma et il fraude pour amener de la bouffe et tout ça. Enfin, Oui. c'est. Oui, mais là, après, tu rentres peut-être Il y a dans que ça un. qui me vient en tête. Oui, Mais, mais après, tu rentres peut-être aussi un peu dans le cliché euh, de la cool mom.
Ah oui, oui. tu vois. Oui, d'accord. C'est genre parce que c'est une mère que c'est différent, enfin, tu vois. Oui, d'accord. Mais Ok. Oui. Là, c'est bref. juste, elles font un truc ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Elles font un truc, un truc ensemble et si elles se disent pas maman, ma fille, tu captes pas forcément qu'elles sont mère et fille. Intéressant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. Très mimi. Bon, je sais pas si ça se revoit aujourd'hui en 2025, mais c'est marrant. Et c'est drôle surtout. C'est l'important. C'est qu'il Ouais. faut que ce soit drôle quand même. C'est comme une Ouais. sitcom. Trop bien. Je me souviens que tu m'avais raconté quelques scènes et il y a l'air d'avoir des gags un peu visuels et tout ça qui ont l'air Oui. vachement rigolos. Oui, oui, oui. Très bien. Moi, j'ai une dernière série que j'ai terminée, que j'avais commencé il y a longtemps et que j'ai fini, pour tout vous dire, il y a 2-3 jours parce qu'ils ont enfin mis les derniers épisodes sur Canal+. Et j'ai terminé L'Amie prodigieuse, qui est cette série italienne qui m'a absolument fascinée depuis pas mal d'années maintenant. Alors, je savais pas qu'il y avait une nouvelle Donc, saison. elle est sortie l'année dernière en fait sur Rai, qui est la chaîne italienne. Et je crois qu'elle sort après sur HBO, parce que c'est une coproduction avec HBO. J'espère que je dis pas de bêtises. Et en France, on la trouve sur Canal+. Et donc j'attendais qu'elle soit sur Canal+, pour la regarder, parce que j'étais pas pressée. Mais L'Amie prodigieuse, au départ, c'est une série de romans, je crois que j'en avais déjà parlé, qui ont eu un énorme succès interplanétaire il y a maintenant, je dirais, 7 ou 8 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis, les premiers. Ils ont été écrits par Elena Ferrante, qui, à ce jour, on ne sait pas qui c'est. C'est des livres anonymes. On ne connaît pas l'identité de l'autrice ou même l'auteur de cette saga. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il y a des spécialistes qui ont décelé 2 formes d'écriture et il y a peut-être des rumeurs qui disent que c'est 2 personnes qui écrivent ces romans. En tout cas, je trouve que ça entretient le mystère. Je trouve ça trop rigolo qu'il y ait un livre qui ait autant de succès. On ne sait pas qui l'a écrit. Je trouve ça très rigolo. Donc c'est une saga de 4 romans qui raconte l'histoire de 2 jeunes femmes qui s'appellent Elena et Lila, qui vivent à Naples. Je crois que l'intrigue démarre dans les années 50, je sais plus, un truc comme ça, 50, 60, 50 plutôt. Et elles grandissent en fait dans un quartier extrêmement pauvre de Naples. Et on va suivre en fait leur évolution. Chaque tome, c'est une tranche de vie. Premier tome, c'est leur enfance. Deuxième tome, c'est fin d'adolescence, début jeune adulte. Troisième tome, c'est la trentaine. Quatrième tome, c'est elles ont 40 ans, elles vont vers la cinquantaine, tout ça. Et on suit, en fait, c'est un roman... c'est un de mes romans préférés. J'ai été absolument happée par ces livres. Alors que c'est rigolo parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. J'essaie d'expliquer des fois pourquoi ça a eu autant de succès. Et en fait, j'arrive pas à expliquer autre chose. C'est vraiment des romans qui... T'as juste envie de lire ces personnages dans ce cadre-là. L'autrice, elle arrive tellement à bien décrire les lieux, les personnages. C'est écrit à la première personne, c'est Elena qui raconte son histoire. Et le cœur de ce récit, c'est cette amitié entre ces 2 jeunes filles. Donc les 2 qui partent du même point social, le même héritage culturel, la même grande précarité. La même évolution dans ce quartier très violent, un peu aux prises de la mafia italienne, ce genre de choses. Et l'une qui va sortir un peu qui va un peu aller vers des sphères universitaires et qui va obtenir l'autorisation de ses parents de faire de grandes études et de virer dans un milieu beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus intellectuel, fréquenter des scientifiques, ce genre de choses, elle-même devenir artiste, autrice, et vivre de ça et obtenir cette espèce de statut qu'elle n'avait pas enfant. Et l'autre, qui est Lila, qui est techniquement la meilleure des 2, et je mets des guillemets parce qu'on ne le sait que du point de vue de Elena, qui la voit comme ça, et qui, elle, ne va jamais avoir cette opportunité. Elle va rester toute sa vie dans ce niveau social, tout en étant brillante. Et c'est cette histoire d'amitié et cette fascination, amour et jalousie, plutôt envie, que ressent Elena envers Lila, et qui ne peut pas s'empêcher de se comparer à son amie. Et
Et ça en fait un personnage extrêmement complexe. Je sais que le personnage de Lila, il est un peu plus sexy en tant que personnage parce que elle est hyper badass, elle a une histoire extrêmement triste aussi, donc on a envie de la soutenir dans tout ce qu'elle vit et machin machin. Elle fascine tout le monde, elle est un peu le cœur, un peu le cœur battant de tout ça. Mais moi je trouve qu'Elena c'est un personnage. En fait Elena c'est nous, je trouve. Je trouve que moi j'aime bien dire que je m'identifie à elle parce que c'est un personnage qui peut paraître détestable et qui peut paraître agaçante parce qu'elle peut pas s'empêcher, t'as envie de lui dire mais arrête de te comparer à elle. On dirait elle n'arrive jamais à être satisfaite de ce qu'elle fait elle parce qu'il lui suffit de parler à Lila et elle se dit genre ah putain bah non ça sert à rien moi ce que je viens de faire parce que elle a fait ça et techniquement ça insinue qu'elle est plus forte que moi machin machin. Mais elle arrive à être extrêmement attachante comme personnage. Enfin, j'adore cette protagoniste, elle est fascinante. Je trouve, j'avais jamais croisé une protagoniste qui avait ce genre de complexité. Bref, ça c'est les romans, mais en vrai, ils présentent aussi la série parce que c'est une série extrêmement bien adaptée, très, très fidèle au roman et en même temps, je suis effarée qu'on parle pas plus de cette série parce qu'elle propose une qualité mais incroyable. Il y a un budget de dingue déjà, c'est une série d'époque, hein, ça se passe vraiment, on traverse des dizaines et des dizaines d'années, et c'est réalisé, mais c'est du grand art, quoi. C'est de la grande télévision. Tout le casting est incroyable. Ils ont choisi 3 actrices pour jouer les 3 différentes tranches d'âge qui sont super. Elles se passent le relais un peu comme Doctor Who à chaque fois qu'on quitte une actrice. Tu pleures là. Le passage parce qu'on celle qui reste le plus, c'est celle qui joue les jeunes adolescentes jusqu'à la trentaine. Ils ont gardé les mêmes actrices qu'ils ont un peu vieilli. Par contre, quand tu passes à celle qui a 40 balais, genre c'est trop beau. Puis ils trouvent une manière assez rigolote de la passer. C'est vraiment une grande saga. En plus, ça se regarde beaucoup l'été parce que il fait toujours chaud. Il y a beaucoup d'intrigues du roman qui se passe l'été. Donc, je sais que je lisais un roman chaque été. Et pareil, je regardais une saison chaque été. Et donc là, on a dit au revoir avec cette 4e saison qui est extrêmement aussi fidèle à ce dernier roman. Et juste, c'est une série parfaite. J'ai aucune note. C'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Je ne vois pas grand monde en parler. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est génial. C'est génial. Génial. Je suis en train de la montrer à ma sœur en ce moment, pareil, qui est tout autant fascinée. Elle regarde ça comme elle regarde Malcolm. Elle peut pas lâcher le truc. C'est vraiment fascinant, de la grande qualité. Je sais que ça peut faire peur parce que c'est une série italienne et je sais qu'on n'a pas toujours l'occasion de regarder des séries autres que francophones ou anglophones. Les épisodes sont longs, ils font 1 heure chacun, donc on peut se dire genre oh là là, est-ce que j'ai envie de regarder une série italienne qui dure 1 heure? Mais oui, faites-le, c'est génial, c'est absolument génial. Allez regarder cette prodigieuse série. Et je terminerai par ça. Le roman a une dernière phrase incroyable. Je sais à quoi. C'est vraiment cette dernière phrase de roman qui te fait comme un poignard dans le cœur. Ça peut vouloir tout dire, ça veut pas forcément dire que ça se finit mal, c'est juste c'est comme si genre toute l'âme du roman est dans ces derniers mots. Et ils ont eu l'audacité de terminer la série sur les mêmes mots. J'étais là mon Dieu. Donc ouais, des actrices de dingue. J'attends avec impatience que tu la regardes cette série. Et très très belle BO de Max Richter. D'ailleurs, il y a des thèmes que vous connaissez déjà. C'est pas vraiment. J'ai l'impression que c'est une BO qu'il n'a pas écrit forcément pour la série. Mais si vous aimez Max Richter, vous allez adorer la BO. J'écoute le générique très régulièrement. J'ai hâte que tu regardes avec le jeu, Sébastien. Max Richter. Tu sais, c'est des musiques qui sont très. Je dis pas que c'est le nouveau Era, mais tu sais, c'est de la musique classique assez abordable, qui est très utilisée pour des pubs, pour des émissions de télé-réalité. Il a une de ses plus connues, je suis sûre que tu la connais. Il a repris en fait les saisons de Vivaldi et il les a réécrites. D'accord. Ça fait genre. Non, ça me dit rien. Bref. Ok. Je trouve que je l'ai bien chanté pourtant. Mais c'est bien. Donc tu regardes quand l'Amie prodigieuse? Je vais la regarder. Elle est sur quoi? On peut la voir sur quelque chose? Elle est sur Canal+.
Moi, c'est tout pour les séries terminées. Ok, très bien. Moi, j'ai pas d'autres séries terminées. Bah, si, celles qui font qu'une seule saison, que tu avais conseillé dans ton top 10 de l'année dernière, dont j'en ai regardé pas mal. Ok. Pour faire court, j'ai regardé Samuel, donc cette petite série d'animation, qui est Mhm. très bien, sur ce passage entre la primaire et le collège, qui est une très bonne Ouais. série. T'as un peu tout dit là-dessus. Je pense à peu près la même chose. Non, franchement, c'était très mignon. J'ai vu Baby Reindeer, pareil, une série de on a dit Ah ouais. beaucoup de choses et qui est assez fascinante. Euh, les deux acteurs sont incroyables. Le mec, Ouais. donc c'est l'histoire d'un mec. C'est un mec qui s'est fait stalker par une nana de manière assez violente pendant quelques années, je pense 1 an et demi, 2 ans. Ça dure un long moment, je crois, hein. Ouais. Ouais, ça a duré Et, beaucoup de temps. et après, il en a fait un stand-up, et après, il en a fait une série avec Netflix, et il joue son propre rôle. Évidemment, la stalkeuse n'est pas jouée par la vraie personne, elle est jouée La par vraie. par une actrice, et ils sont tous les deux extraordinaires. Je trouve que c'était un exercice très hasardeux. Je Ouais. pense que c'est une série qui a été réalisée il y a 10 ans, je pense que ça aurait été irregardable. Mais Ouais. je trouve que le créateur je trouve, a plutôt bien jonglé, dosé les moments où euh, il faut pas non plus il faut pas trop qu'il en sorte trop brillant et trop Ouais. même, mais à la fois c'est quand même une victime d'harcèlement, d'agression, mais en même temps c'est aussi quelqu'un de complexe qui n'est pas tout blanc, qui fait aussi des choses répréhensibles. Elle aussi, bah, effectivement, c'est une stalkeuse, elle a un problème, mais en même temps, on essaye aussi un peu d'avoir de l'empathie envers ce personnage. En fait, comme lui, il essaye de Mm. la comprendre à un moment, il essaye Mm. aussi que le spectateur arrive à la comprendre aussi. Et elle Ouais. est extraordinaire. Ouais. Je sais pas comment elle a géré ce rôle parce qu'elle arrive à tout bien doser. C'est des mini-expressions, euh, il y a vraiment Son rire. son rire. euh, et dans une seule scène, tu arrives à la détester, t'arrives à avoir de la peine pour elle, t'arrives à la trouver ridicule, t'arrives un peu à avoir aussi honte de ce que des choses que t'as pensé d'elle. Ouais. Enfin, Ouais, ouais. c'est très très bien fait, mais c'est vraiment pas facile comme série, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que Ouais. ça aborde plein de sujets compliqués. Mais c'est un beau tour de force, cette série, je trouve. Bah, je ne sais pas comment, comme tu dis, j'avais l'impression que c'était l'équivalent de. euh, J'avais vu un youtubeur utiliser une belle métaphore à un moment qu'il y a des exercices cinématographiques, c'est comme tirer une flèche de l'espace et atteindre sa cible. Oui, Et j'ai l'impression que c'était ça, cette série. Je ne sais pas comment il a réussi, tu l'as bien dit, à gérer ce dosage tellement compliqué entre euh, son statut de victime et ne pas non plus ressortir trop glorifié de l'exercice. mm, Et c'est un peu inexplicable, il a réussi à le faire. oui. C'est vraiment fort. Oui, parce qu'il a à côté, il essaie d'avoir une relation avec une jeune femme, il est très mauvais avec elle. Il fait n'importe quoi. Euh, et Qu'est-ce qu'il est bien, son personnage à elle. oui. Et voilà, je sais pas qu'est-ce qui a été trop dit dans la communauté trans sur cette série. Euh, Je sais pas non plus. C'est drôle parce que ces sujets-là, par exemple le sujet de via ce personnage qui est donc une femme trans, qui est jouée par une actrice trans aussi, et on parle pas de c'est des... de la stalkeuse, hein. On parle du héros qui cherche une Oui, relation sur Internet. c'est Et ça. il commence une relation avec cette femme-là, en parallèle du fait qu'il est stalké par l'autre. C'est ça. C'est pas du tout la même personne. Mais tu vois, tu pourrais croire que il y aura pas ce sujet d'abordé, et et c'est le cas avec plein d'autres sujets. Mm. C'est juste, il le pose au début et ce sera adressé plus tard. Oui, Et du coup, la série est surprenante des fois parce que c'est genre, ah, on parle de ça, ok. Et autre chose, pareil, d'autres sujets, genre, ouh, ah, on parle aussi parler de ça. Et c'est comme si au début, il laissait un peu des traces de, oui, on va parler de pas mal de sujets de société dans la série. Et t'es surpris à chaque fois que ce sujet arrive et tu dis, ah, ok,
On y est, on va faire ça. Mais effectivement, comme toi, j'ai pas eu, j'ai pas pu lire. Je sais que la série a eu beaucoup de succès et autour de moi et tout, mais forcément, j'ai pas pu lire tous les avis dessus. Donnez-nous le nôtre d'ailleurs, de vôtre, si vous en avez un peut-être différent ou au contraire le même. Mais ouais, j'attends de voir son après à lui parce que ça a été, je pense, très thérapeutique aussi comme exercice. Et je sais pas, il y a eu beaucoup de succès, il a gagné beaucoup de prix et tout. Je sais pas où il va après ça. Je suis très curieuse de voir ce qu'il va faire après. Et elle aussi. Et elle aussi. Elle, je l'avais vue dans d'autres trucs. Mais je ne sais plus lesquels. Mais elle est assez connue. On la voit beaucoup dans des séries anglaises et tout ça. Mais oui, ça l'a mis un peu encore plus sur le devant de la scène. D'autres séries que tu regardes en ce moment ? En ce moment, non, je suis en plein rewatchage de The Good Wife, parce que quelqu'un ne l'a pas vu. Donc je la regarde avec ce quelqu'un. Et je t'en ai parlé, Julia, mais j'ai remarqué dans les premiers épisodes, quasiment dans chaque épisode, t'as une wife, t'as une femme en fait. T'as toujours l'intrigue judiciaire de l'épisode. Donc, The Good Wife, c'est une série judiciaire et ça commence par une femme. Son mari est en prison pour une histoire d'adultère et de fraude politique parce qu'il est procureur. Vous pouvez écouter notre épisode spécial. Voilà, donc c'est dans toute la continuité des Hillary Clinton et compagnie, de toutes ces femmes de politique qui sont mouillées dans des scandales. Et donc Robert et Michelle King, qui sont un couple, ont créé cette série en se disant, est-ce qu'on va partir de ce point-là, on va partir de ces femmes-là, partir d'une femme, et que devienne leur vie après. Et donc c'est le personnage d'Alicia Florrick, une fois que son mari a été envoyé en prison après avoir été accusé de pot de vin et de détourner de l'argent pour des opportunités politiques et sexuelles, elle reprend sa carrière d'avocate. Et donc, on a ça en fil rouge, et en plus, on a, comme c'est une série judiciaire, chaque épisode, il y a une intrigue judiciaire. Et à chaque fois, j'ai remarqué, là, je suis à l'épisode 8-9, et là, je ne l'ai pas eu dans le dernier, il y a toujours une good wife, plus ou moins, entre guillemets, qui est liée à l'intrigue. Il y a eu un épisode où il y a un mec qui a fini en fauteuil roulant pour je ne sais plus quelle raison. Et alors c'est une vieille série, donc je vais un peu vous spoiler, puis ça va. Il y a 7 saisons, il y a 20 épisodes, il y a de quoi regarder. Et on se rend compte, et en fait ils arrivent à gagner l'affaire, je sais plus comment, parce qu'il s'est passé un truc. Et ils se rendent compte en fait que c'est la femme du mec qui a manipulé un truc en leur faveur pour qu'ils puissent gagner contre le truc qui a rendu son mari paralysé. Il y a l'autre épisode avec la famille qui se fait... Il y a une chute dans leur rue et on les accuse de l'avoir provoqué. Et donc ils défendent la femme. Enfin, à chaque fois, il y a toujours une good wife dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais à chaque fois, je me dis, tiens, c'est marrant. Donc c'est la femme de l'épisode. Voilà, bon après on a beaucoup parlé de The Good Wife, on va pas en parler plus que ça. J'ai vu The Messias. Je ne te remercie pas. Yeah, c'est t'as vu, atroce. Ah oui, non. Baby Reindeer, c'est les Teletubbies à côté. Hein. Oh là 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 là. Série espagnole, du coup. Série espagnole. Créée par nos deux juges Drag Race préférés. par les deux Ravières, là, les deux beaux gosses aux yeux mouillés de Drag Race Espagne qui font Ils avaient ça en eux. Qui font cette série là sur les traumas religieux, sur les sectes familiales, sur les traumas d'enfance, tout ce que vous voulez là. Très très bien, mais T'as aimé quand même. ah oui, c'est très, enfin j'ai bien aimé, comme tu dis, ce que t'as bien aimé As Mental, c'est genre oui. Ouais. I meant to say. C'est d'un glauque. C'est d'un triste. Parce que mais j'avais envie de voir où ils allaient avec quand même. Mais oui, mais non, mais parce que c'est une série fascinante et que tout le monde joue bien, que c'est bien écrit,
c'est bien mis en scène. On est tout le temps, donc on part vraiment de ce point de cet homme d'une quarantaine d'années qui bosse sur un tournage. Et là, il y a des espèces de vidéos YouTube qui traînent sur Internet, sur des gamines dans des fonds verts complètement absurdes avec des gifs dans tous les sens et du pixel art. Et en fait, elles font des chansons religieuses. Il voit ça, il a une espèce de choc physique émotionnel. Parce qu'en fait, ce sont ses sœurs, et on comprend en fait qu'il a fui sa famille quand il était ado, non, même il avait la vingtaine, parce qu'il était enfermé littéralement dans une maison avec ses sœurs et sa mère qui était devenue une fanatique religieuse avec les années. Et donc, il essaie de reprendre contact avec ses sœurs, et on a plein de flashbacks qui partent de son enfance, qui expliquent comment il en est arrivé là. Et donc c'est une enfance où il est déscolarisé avec sa sœur, sa mère l'amène de maison en maison, elle est tout le temps en train de faire la fête, enfin Ce c'est personnage, dur. de toute Il y a un façon. moment, il y a les services sociaux qui reprennent la main sur eux, mais comme mais tu sais que ça va forcément rater à un moment ou à un autre parce que tu sais plus ou moins comment ça continue. Il y a une Ouais, scène atroce de leur premier jour à l'école. Oui, ils sont jamais allés à l'école, quoi. Et lui, il a quoi? ouais, Il a 9 ans, 10 ans, elle en a 6. ouais, Enfin, ouais, c'est terrible. Et du coup, bah, elle récupère la garde de ses enfants. ouais. Euh, et c'est vraiment comment Pour le pire. comment le piège se renferme sur eux. Euh, Mais c'est drôle parce que ce personnage de la mère, pareil, on parlait des écritures casse-gueule comme Baby Reindeer. oui. Euh, je crois que je l'avais dit, c'est une des plus grandes méchantes que j'ai jamais vues de Ah, ma bah, vie. Parce que tu la t'as détestes. une, Enfin, tu peux. t'as une haine pour elle à un moment. Ouais. Enfin, et pourtant, il y a une partie de toi qui apparaît de la pitié pour elle. Et je trouve que la série arrive à quand même la placer en tant que grande antagoniste. Oui. Et en même temps, elle est aussi un peu la protagoniste. Parce que tu sais d'où elle vient. Enfin, Mm. et ça n'excuse pas ses actions abjectes, sa Et elle est maltraitance aussi envers ses et elle a enfants. été Mais aussi plus ou moins victime dans cette oui, histoire. bah, c'est parti Mm. d'un gars quand même qui Oui. les a un peu entraînés là-dedans Oui. et qui a profité de sa situation très instable, précaire Mais elle a plus ou moins enfin bref. repris le Mais elle a pouvoir repris le pendant contrôle, la part de force. Mais bon, si ce mec n'était pas là, mais pas pour le mieux. on n'en serait pas là. Mais C'est ça. enfin, Il y on serait a peut-être pas forcément dans une situation mieux. ouais, Mais tu comprends un peu la série arrive à te faire comprendre pourquoi les filles ont une fascination pour elle, pourquoi ouais, elles restent. Puis il y a vraiment. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on avait le personnage de Irène, qui est, on va dire, la grande sœur, qui elle aussi a réussi à partir, à qui elle, sortir. elle déteste sa mère. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, Donc, c'est vrai ouais. qu'il faisait un peu de bien ce personnage parce que lui, le garçon, c'est Ignacio. Ignacio? Oui, je crois. Je sais plus. Ça fait Euh, longtemps que je l'ai vu, je me c'est souviens plus un de leur peu prénom. plus ambigu, on va dire. Ouais, Et ce qui faisait du bien avec elle, c'est qu'elle remettait un peu les pendules à gens. Non, ouais, c'est une mauvaise femme, elle a abusé de nous. Non, 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 ouais, c'est, ouais, ouais. elle remettait Puis je un trouve, peu les pendules à l'heure. ouais. Puis je trouve que c'est une série qui parle certes des rapports, enfin, ça parle de ce rapport-là avec leur mère et tout ça, mais ça parle aussi, plus de manière générale, la religion et Mm. comment tu peux gérer ton rapport avec la religion. Et je trouve que la fin est très très belle pour ça, parce que je trouve que ça montre les différents chemins et ça ne diabolise pas non plus la religion. Moi, dès qu'on parle justement d'histoire de fanatisme religieux et tout ça, on peut très vite tomber on diabolise tout et puis voilà. Et là, je trouvais que ça montrait effectivement les extrêmes et comment on les gère émotionnellement et personnellement, mais ça montrait aussi le bonheur que peut provoquer aussi la religion et l'esprit de communauté pour certaines personnes et tout ça. Et j'ai trouvé que la série dosait très très bien aussi ce Oui. sujet-là qui était un peu au cœur du récit. Mais ouais. Alors c'est drôle, il y a aussi un point commun avec l'amie prodigieuse, c'est qu'il y a un relais qui se passe avec 3 actrices qui jouent le rôle de la mère. Qu'est-ce Mm. que tu as pensé de ces 3 actrices? Toutes très différentes.
très différentes. Même physiquement. Même Je me physiquement, demande s'ils ont fait ils exprès. ont pas cherché Non. une ressemblance physique. La première, elle a un petit nez en trompette et les suivantes pas du tout, par exemple. Ouais. Il y a peut-être plus de Elle se ressemble ressemblances pas du entre tout. les deux Les deux dernières. dernières. Mais Ouais. on va dire qu'on a la mère jeune, donc la vingtaine, début trentaine, plus âgée, 40-50, et Ouais. âgée, 60, soit Ouais. 70. Elle est vraiment, enfin, elle est changée physiquement, quoi, si c'est Ouais. Ouais. le même personnage. Mais c'est aussi parce que je pense qu'ils voulaient travailler avec ces actrices aussi. Je pense qu'ils ont C'est ça. aussi pensé aux actrices avant de penser à leur ressemblance physique. Ouais. Et elles sont extraordinaires. Celle qui joue aux 40-50 ans, on la connaît, elle a joué dans pas mal d'Almodovar. Et Ouais. elle est extraordinaire. Enfin, elles étaient toutes extraordinaires. Ouais. Ouais. Mhm. Bon, bah, ravi que t'aies aimé, en tout cas. Maintenant, je vais attendre toute leur série avec impatience, parce que Ils c'était ont vraiment fait trop, La trop bien. Veneno, je me souviens qu'elle avait pas mal marqué sur Ouais. cette jeune femme trans connue en Espagne de la nuit. Elle est beaucoup faite en Snatch Game, Oui. dans les Drag Race Espagne, En Snatch Game, bah, c'est ça, en ils en avaient France, parlé. en France l'année dernière, Perseo, il avait fait La Veneno au Snatch Game. D'accord. Oui. Mais en Espagne, ils l'ont fait. Je me demande s'ils n'ont pas fait un renoué sur elle. Donc, avec leur série, ils ont vraiment relancé la popularité de cette personne qui a vraiment existé et lui faire connaître son histoire au sein de la communauté. Donc, oui, je pense qu'ils sont habitués aux séries de prestige. Oui, et ce qui m'a fait rire, c'est que dans Drag Race Espagne, il y a une queen qui s'appelle Samantha Valentine qui est très obnoxious. C'est genre. La ganja level 2000. Moi, j'avais un peu de mal, mais bref. Mais ils l'adoraient. L'émission l'adore. Ils l'ont fait revenir en All-Star. Elle est vraiment une chouchoute. Et moi, je suis là, genre, non, mais elle m'épuise. Et ce qui est drôle, c'est que c'est elle qui est dans la série. Il y a un moment où il y a Irène qui voit un YouTuber qui réacte aux vidéos des petites sœurs qui chantent là. Et c'est lui, Oui. c'est Samantha Valentine. Du coup, ça m'a fait, putain. Ah oui, c'est Évidemment que vrai. c'est elle. S'il y avait une caméra à faire d'une drag queen ou de Drag Race Espagne, ils allaient prendre elle. Ça m'a fait rire. Ah, j'avais même pas tilté que c'était elle, c'est trop rigolo. Si. D'autres séries que t'as vues dernièrement? J'ai vu Doctor Who. On va pas se lancer sur Doctor Who. Oui. Mais j'ai enfin vu la série avec Ncuti Gatwa. Et je ne savais pas Ouais. qui partait. Désolé pour les gens. Bah, personne ne savait. Oui, mais même une fois que ça a été diffusé, Oui. je le savais pas. Ah ouais. Donc, Quel gâchis, hein. Enfin, Du on peut coup- en parler et puis 2 du secondes, hein, coup, mais en voyant le final, je me quelle suis dit, non, tragédie, mais hein. je l'aurais su s'il partait. En fait, je suis vraiment passé, mais à côté de Ouais. plein de signes ou de spoil ou de machin. Et je l'ai genre, non, mais il va pas vraiment partir. Je crois que c'est toi qui m'as plus ou moins confirmé le truc. Je me disais, non, mais c'est provisoire, ça va durer genre 2 épisodes, et puis il va revenir comme avant. Et c'est toi qui m'as dit, non, c'est fini. Ouais, c'est fini. Bah, moi, ça fait plusieurs mois que j'essaye d'enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est plus ou moins transparent dans le fandom que ça a été une décision de dernière minute. C'est pour ça que le final ne ressemble pas à un final de dernier épisode de Docteur. Mm. Ils ont un peu changé la fin pour justifier le fait qu'il se régénère à la fin de cet épisode. Mais c'est vraiment un final qui est un peu un final un peu lambda, quoi. C'est un bon final, mais c'est... Donc là, t'es genre, quoi? On finit là-dessus? Et ça va mettre Doctor Who en pause pour de longues années, là, en fait. Mais c'est bizarre parce que c'était déjà plus ou moins, pas un reboot, mais c'était déjà plus ou moins une nouvelle ère, cette saison-là. Pour moi, c'est c'était ça, un bien nouveau sûr. Bah, départ. c'était une saison 1, pour moi, ce qui était une erreur. Ils essaient à chaque fois de rebooter Doctor Who, pensant que ça va faire... En fait, ils pensent toujours que ce qui freine les nouveaux spectateurs et spectatrices, c'est qu'on en est à la saison 17. Je sais plus exactement, mais on en est à ce... Voilà. Et du coup, personne veut commencer. Et donc, à chaque fois, c'est... Mais non, mais... Jodie Whittaker, c'est un nouveau départ, vous pouvez commencer à ce moment-là. Non, Ncuti Gatwa, pareil, c'est un nouveau départ, machin. Et en fait, ça ne fait pas venir de nouveaux spectateurs. Ça ne fait pas... Et au contraire, je trouve que ça a peut-être endommagé... Enfin bref, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que il est resté du coup techniquement moins longtemps que Christopher Eccleston, parce qu'il a eu certes 2 saisons, mais très très courtes. Et c'était... le meilleur. C'était le meilleur Docteur. Il était né pour ça. Enfin, c'était... Mais
c'était le vent du changement. Non, mais c'est comme ça que c'était vendu. Enfin, Mm. il était absolument. Enfin, à chaque épisode, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a comme chance? C'est fou que cet acteur joue ce rôle. C'est impressionnant. Enfin, et après, moi, je trouve qu'il a aussi. Euh, on essaye depuis quelques saisons de faire de la prestige TV avec Doctor Who. Du coup, ça coûte très cher. Tu vois, chaque épisode, c'est un concept de dingue. Il y a des gros effets spéciaux. Bah, il y avait de la Disney Money à tout va dans cette saison. Tu sens que l'épisode chez le barbier, c'était genre, bon, il nous faut un épisode pas trop cher, entre quatre murs. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, même ça, on voit qu'il est quand même polished. Il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs et tout ça. Et moi, j'aimerais qu'il se rappelle que Doctor Who, au départ, ce qu'on aime bien, c'est que c'est fait très carton-pâte. Il n'y a pas besoin de gros effets spéciaux. Mais je pensais qu'on allait retrouver ça avec Russell T Davies, parce que c'était... Bah, et en même temps, on l'a retrouvé parce que il y a eu très peu de mauvais épisodes dans ces 2 saisons. Et ils sont tous des bangers à chaque fois. Mais... des fois, t'as envie de dire, genre, mais faites-nous un bottle épisode avec juste 3 personnages. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Et pour moi, il faut que Doctor Who, ça coûte moins cher. Mais est-ce que c'est encore possible dans l'économie aujourd'hui de faire une série comme ça moins chère, sachant que même tout ce qui est artisanal va forcément demander plus de moyens et du coup, ça décourage beaucoup de maisons de production. Mais quel gâchis, c'est un gâchis total. Du coup, je regarde un peu ces 2 dernières saisons avec beaucoup d'amertume parce que quand tu sais que ça ne mène à rien narrativement, ça mène à plein de belles choses parce que c'est quand même aussi politiquement tellement fort que cet acteur ait pu jouer ce personnage. Enfin, mais narrativement, ça n'a mené à pas grand-chose. Ça mène à aucun climax, aucune satisfaction, c'est ça. aucune apothéose. Tu passes un super moment, puis d'un coup, il y a une main qui arrive et qui fait hop, c'est fini. Et là, genre, c'est ça. C'est la première fois que je pleure devant une régénération. Je pleure de tristesse, tu sais, vraiment j'avais l'impression de le voir mourir sur scène, tu vois, c'était alors que normalement chaque départ de Docteur c'est toujours très on pleure parce qu'ils partent, mais on est excité de la suite, on se dit genre ah là là, c'est dans l'ordre des choses. Là c'était juste un départ tellement forcé et tu sais pas à quoi ça va ressembler. En plus, l'idée qu'ils ont eue pour la régénération, ce sera plus ou moins qu'une gimmick parce que. Oui, on sait que ça va durer un épisode. Je pense ma théorie, c'est comme ils ne savent pas quand la série va. Là, ils ont arrêté pour workshopper la série pendant, je pense, de longues années. J'espère avoir tort. Hein. Pour moi, on n'a pas de Doctor Who avant les 10 prochaines années là. Et il fallait bien justifier une génération, donc ils ont fait ce truc à la fin pour mais ils pouvaient pas placer un futur acteur ou actrice. Dans un truc incertain. Sachant qu'ils ne savent pas quand la série revienne. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait revenir cette actrice. Oui, il va peut-être avoir un épisode de Noël avec cette actrice. Exactement. Pour moi, elle va être là pour un épisode, 2 grand max. Et voilà. Je n'ai aucune source pour ce que je dis. Hein, c'est juste des suppositions. Mais pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Du coup, je suis pas particulièrement excitée par ça. Quel gâchis. Est-ce que je te parle des trucs que je regarde en ce moment ? Vas-y. Alors, en ce moment, je suis sur 4 séries qui sont très très cool. J'ai commencé Alien Earth. Alors Vous savez toutes et tous qu'avec Seb, on est très fan de la saga Alien. On est assez obsédé par ça. Prometheus, c'est notre préféré. Oui. Tiens, fais-moi ton... Mon top. Ton classement. On inclut Covenant et Prometheus dedans et Romulus ? Non, mais on va inclure Romulus. Ouais. Soyons clairs, je déteste Prometheus et Covenant. Covenant, je l'ai pas vu. Il est nul. Prometheus, j'ai trouvé ça un peu fun. Ça portait un peu de... Je sais que je l'ai revu avant Romulus et quelle catastrophe. Bref. Je trouve que c'est pas de la... Et en vrai, c'est intéressant pour Alien Earth. Moi, ce que j'aime, c'est de la dirty sci-fi. C'est de la... C'est pas polished, c'est pas clean. Là, c'est trop en vert et tout le monde... C'est ça. De vert, moi, trop j'aime blanc, le... Et tout est sale, tout est poussiéreux, tout est... T'as pas d'écran. Alors, je dirais Alien 1 d'abord. Ouais. C'est très cliché, mais bon... Je peux pas mettre quelque chose au-dessus. Ben oui, bien sûr. Je vais mettre Alien Romulus après. C'est ce qui était fun.
Je dis pas le mien et je te dirai après. Après, je vais mettre Alien 4 ou 2. Le 4, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Là, je me refais les Aliens et il me reste le 4 à voir. Alien 2, il est fun. Il est con, mais il est fun. Puis le 4 et le 3. Voilà, sans surprise. On a exactement. Mais j'ai le revu même le classement. 3 et en fait, ça va. J'ai eu un meilleur souvenir que. Enfin, j'avais un plus mauvais souvenir que ce que je pensais. Ouais, J'ai je revu suis le 3 d'accord. et ça va. Mais. Je suis d'accord. C'était mon préféré quand j'étais petite, le 3. hmm. Après, je vois ses défauts. La production était tellement chaotique que ça Ah, se ressent quand même. on en a déjà parlé, mais mini retour avec Doctor Who, le plan en référence à Alien 3. Il y a un épisode dans Doctor Who qui est un petit peu un bottle épisode, qui ressemble un peu à Alien 2 d'ailleurs. Oui. Je pense que c'est très voulu. Où c'est Oui. vraiment des paramilitaires qui débarquent dans une colonie où tout le monde a disparu, tu vois. Et il y a un sacrifice à un moment dans l'épisode et ils ont repris quasi les mêmes plans et le même montage de la fin de Alien 3 où il y a aussi un sacrifice et c'est très je l'ai pas du tout senti venir alors C'est vrai. avec leur recul c'était quoi comme ils ont et juste dans le montage ils ont fait ploup ploup ce plan et ça fait ça m'a fait une espèce de mais c'est Alien 3 voilà. Et du coup, j'étais là genre, merci, c'était rigolo. Donc voilà, c'est mon top de Alien. Yes. Quel est ton top? Eh ben, on a exactement le même top. Oui, non, mais voilà, je pense que beaucoup de gens ont le même. Le 1, il est juste indétrônable. Le 1, il est même il est dans mon top 4 Letterboxd. Oui. C'est juste. Enfin, j'ai aucune note. C'est le film parfait. C'est un film d'horreur absolument incroyable. Bref. Mais donc, du coup, j'étais très excitée de regarder Alien Earth, Terre. qui est donc une série créée par Noah Hawley, qui est un nom qu'on croise beaucoup à la télévision. C'est à lui qu'on doit Fargo, la version télévisée, qui, je trouve, c'est un peu... à partir de la saison 4, c'est là où j'ai commencé vraiment à décrocher. Et j'ai même pas regardé la 5e. Pourquoi tu ris? J'imagine les persos de Fargo avec l'alien. Oh, jeez. Oh. Non, je sais pas faire leur accent. Mais bref, j'avais adoré notamment la saison 1 et 3 de Fargo qui sont incroyables. Il y avait Légion qui était pas ouf. J'avais aimé le début, mais c'était pas dingue. Enfin, Noah Hawley, il a. Je suis allé jusqu'au bout de Légion, quoi. C'est vrai. Oh là là. Je regardais trouve que pour Aubrey Plaza. Bah, moi, c'est elle qui m'a fait décrocher. Pas elle en tant qu'actrice, mais son personnage. Pour moi, son personnage, il symbolise tout ce que j'aime pas chez ce... Enfin, j'adore ce showrunner, mais il a ce côté où il fait des séries un peu folles, très... où t'as l'impression, je dis souvent ça, mais je me comprends, c'est ces séries un peu où t'as l'impression d'être fiévreux quand tu les regardes, où Oui, c'est non, un mais peu Légion, bizarre. c'était un peu n'importe quoi. C'était Et un peu trop... t'as l'impression d'être dans un cauchemar, en fait. Oui. Où On parle les choses n'ont pas tout vraiment le de temps logique. des chaînes et des producteurs exécutifs qui ralentissent un peu trop les ambitions artistiques de certains artistes. Je pense qu'il y en a, il faut qu'on les... Il y en a, il y a un moment, on a peut-être un peu besoin de je dire trouve aussi. là, on comprend pas trop ce qui se passe quand même, ça serait bien C'est ça. qu'on se rattache à Alien... quelque chose. Alien Earth, tu verras, j'aime bien, mais je commence à déceler ces trucs de showrunner qui ont tendance à pas m'agacer mais à m'épuiser. Je suis genre ah ouais, ok, on est reparti là-dedans parce qu'il y a quelques éléments qui sont ça. C'est une idée d'intrigue très étrange pour un alien. En gros, donc ça se passe sur Terre effectivement. Ça se passe, je crois, après Alien 1. Je sais plus. Je crois qu'il a pas trop respecté la timeline. C'est un truc qui se passe un peu à part. Bref. Et en fait, on démarre la série avec une petite fille qui a atteint d'un cancer. Et on comprend qu'ils ont un espèce d'Elon Musk du futur a un peu inventé une technologie qui permet de mettre ton âme d'humain dans un corps synthétique, un corps d'adulte. Donc ils prennent cette petite fille qui va décéder dans quelques mois et mettent son corps dans un corps d'adulte qui est une espèce de super... de toute façon, le rôle
des robots est très important dans Alien. Il y a toujours un synthétique dans l'intrigue d'une manière ou d'une autre. En plus, c'est des synthétiques un peu creepy, qui ont un sang laiteux et tout ça. Enfin, c'est vraiment très cool. Mais elle, c'est un peu la robot des robots, quoi. Elle est hyper forte, elle court vite, elle peut sauter. C'est un peu une super héroïne. Et en fait, ils se rendent compte que grâce à cette technologie, ils peuvent sauver la vie d'enfants. Et donc, ils prennent, je pense, 5 enfants en plus de cette petite fille. Et ils créent ces 5 ou 6, je sais plus, cette squad de super robots qui sont donc des adultes, mais qui sont des enfants, en fait. Donc, on a 5 ou 6 acteurs qui jouent, en fait, des enfants. Il y en a certains qui le font mieux que d'autres, mais c'est plutôt bien joué. Mais c'est un peu étrange. En fait, t'as envie de dire, genre, pourquoi t'as juste pas fait une squad de robots ? Pourquoi il faut qu'il y ait cette histoire d'enfants qui ont un cancer, que machin ? Donc, ça aura peut-être son importance dans la suite. Mais on suit... Et donc, le mec, il est fan de Peter Pan, donc il les appelle avec des noms de Peter Pan. Et donc, la personnage principale, la première, le patient 1, c'est Wendy. Elle a laissé son frère qui est militaire, qui est médecin militaire, et en fait il y a eu un crash de vaisseau sur Terre où il y avait un alien à l'intérieur, et elle voit à la télévision que son frère est amené sur place et elle décide d'aller l'aider. Et c'est un peu l'intrigue de départ. Elle veut aller sauver son frère. Son frère, il est joué par cet acteur qui est vraiment, vraiment très cool, qui s'appelle Alex Lauter. Vous l'avez vu dans Andor. Il a joué aussi dans un épisode très, très mythique de Black Mirror. Bref, si vous googlez cet acteur, vous verrez. Et il joue souvent des rôles un peu ingrats parce qu'il a vraiment une tête de petit con. Et là, il a un rôle très noble. C'est un peu le Frodon de la bande, quoi. Donc, c'est assez intéressant de le voir jouer ça. Et j'aime bien leur relation frère-sœur. Moi, de toute façon, dès qu'il y a des relations entre fratries, c'est toujours ma came. Donc, on va dire que c'est ça qui me fait revenir pour l'instant. Et je suis curieuse de voir comment ils vont gérer un peu la mythologie des aliens et tout. Donc, je suis sur mes gardes, mais j'aime bien. Hâte que tu regardes aussi. J'ai commencé le spin-off de Outlander qui s'appelle Blood of My Blood. Mais ils vont jamais terminer ce truc, elle va jamais rentrer chez elle. Non, alors c'est un spin-off qui parle, donc, parce que la saison 8 de Outlander sera la dernière, elle va sortir l'année prochaine. Donc je suis une fidèle spectatrice de Outlander depuis le début. Cette je série connais a 20 tous ans. les problèmes. Oui, ouais. Ça fait longtemps. Je connais tous les problèmes avec cette série. Je lui reproche un milliard de choses. Elle est méga problématique pour plein de trucs. 2014. Oui, 2014. Putain, ouais, ça va faire plus de 10 ans. Y a eu le Covid qui leur a fait perdre du temps. Mais je peux pas m'empêcher de continuer. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de... C'est comme si je continuais la Dr. Queen femme médecin, quoi. Je suis toujours attachée à cette saga, à ces personnages. J'ai envie de les accompagner jusqu'au bout. Voilà. En plus, ils se sont un peu calmés niveau glauquitude et énormément abus de scènes d'agression sexuelle. Enfin, c'est le gros problème avec Outlander. On a l'impression qu'il y a pas un personnage... Quand tu commençais, à chaque fois que j'avais l'impression que à chaque fois que j'en parlais, c'était genre, mais il y en a tous les épisodes ou quoi ? Et tu me disais, oui. En fait, c'est vraiment super. tous les personnages passent par ce traumatisme. Quasi tous les personnages. Et c'est vraiment fatigant au bout d'un moment. Et là, ils ont commencé à arrêter de le faire. Et ça suffit, quoi. Bref. Donc là, le spin-off, rapidement, ça part de l'histoire des parents de Jamie et de Claire, qui sont les deux protagonistes. Et vraiment, je ne vous en dis pas plus, parce que Outlander, c'est une histoire de voyage dans le temps aussi. Même si l'aspect science-fiction est très peu présent, au départ, c'est une femme qui habite dans les années 40, qui touche des pierres magiques en Écosse, et qui remonte le temps, et qui arrive en je sais plus, 1600 et quelques, en Écosse, au même endroit où elle est géographiquement, mais à des années avant. En fait, et elle va rester bloquée dans le passé. Oui, exactement. Et donc, le spin-off, c'est leurs parents. Donc, les deux parents de Jamie qui viennent de cette époque-là, qui vivent en Écosse à cette époque-là, et les parents de Claire qui, a priori, étaient des gens qui vivaient dans les années... qui étaient adultes dans les années... parce qu'ils ont... c'est juste qu'ils sont morts dans les années... c'est après la Première Guerre mondiale, donc début des années 20. On sait juste qu'ils sont morts dans un accident de voiture. C'est le truc qu'on avait dans Outlander. Elle était orpheline, et voilà. Et donc, quand j'ai vu cette série, j'ai dit, mais alors du coup, comment ils vont raconter cette histoire ? Parce qu'ils vivent pas à la même époque, c'est deux couples, il y en a qui meurent très tôt. Donc,
Et en fait, dans le premier épisode, je pense qu'il l'avait bien caché dans la promo. Après, j'avais pas vu beaucoup de bandes annonces. Et ben, ils font un truc très, très, très rigolo. Et tu te dis genre, ok, mais attends, mais cette idée, ça change toutes les données pour Outlander. En fait, ça a des conséquences sur la narration de Outlander qu'on a vu jusque-là. Et d'un coup, ça te fait repenser à Outlander. Et tu te dis genre, oh mais putain, du coup, s'il s'est passé ça, ça veut dire que peut-être qu'il s'est passé ça pour Claire et Jamie, machin. Ils ont eu vraiment une très bonne idée, je trouve. La storyline des parents de Claire me plaît beaucoup plus que celle de Jamie, qui va un peu trop vite et qui m'agace. Enfin bref, elle est pas passionnante pour l'instant. Mais très intriguée, très très curieuse de voir où ça va. Je regarde aussi Platonique, qui était dans mon top il y a 2 ans, qui est une comédie avec Seth Rogen et notre déesse avec Sébastien, qu'on adore de tout notre cœur, qui est Rose Byrne. À chaque fois, je ne sais jamais prononcer son nom, mais je crois que c'est ça. Qui est l'actrice qui joue dans Bridesmaids, qui raconte l'histoire d'une amitié entre ses... Ah oui, c'est vrai qu'elle a démarré avec Damages. Cette série est la série la plus drôle actuellement à la télévision. Là, j'ai encore regardé... la saison 2 vient de commencer. Il y a un épisode, Sébastien, j'ai cru que j'allais mourir de rire. Qu'est-ce qu'ils font dans cette épisode ? J'ai tellement hâte que tu vois cette série, parce que... Déjà, alors moi, j'aime beaucoup Seth Rogen, j'avoue, et je le trouve très très drôle dans la série, j'adore son personnage, et il est vraiment excellent dans Platonique, mais elle est prodigieuse. Il y a des actrices, vraiment, elles sont faites pour la comédie. On dit souvent qu'on trouve que Jennifer Aniston, pareil, c'est une prodige de la comédie. Elles ont un timing, elles ont des idées d'intonation, de génie. Enfin, elle, à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche dans Platonique, je suis morte de rire. Son personnage est tellement chaotique. C'est vraiment... Elle est à mourir de rire. J'en ai j'ai mis genre, je sais plus combien de temps à me calmer l'autre fois, parce qu'ils ont vécu une situation tellement absurde. Puis leur relation est très mignonne. J'aime bien les histoires d'amitié entre les mecs et les filles. Vraiment, regardez Platonique. C'est vraiment, actuellement, en mon humble opinion, la série la plus drôle actuellement à la télévision. Regardez cette série, c'est vraiment trop marrant. Elle est sur Apple TV et du coup aussi sur Canal+. Et je terminerai par ça pour mes séries du moment que je regarde activement. Ma sœur m'a forcé, enfin, elle m'a fait regarder une série qu'elle aime beaucoup. Et bref, j'étais curieuse aussi. Et depuis, je pense que si elle me la montrait pas, j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais bon, là, je suis lancée, je veux aller jusqu'au bout avec elle. J'ai commencé From. Est-ce que tu as entendu parler de cette série ? Non. FROM. C'est une FROM, ouais. C'est une série qui passe de MGM+, qui est un service de streaming un peu obscur. Je crois qu'en France, elle passe sur Paramount+. Okay. Elle met en scène Harold Perrineau. Est-ce que tu te souviens qui c'est, Harold Perrineau ? Oui, c'est le mec de Lost. C'est le mec de Lost et excellent Mercutio dans Romeo et Juliet. Walt. Non mais attends. Where is my et donc, son? From, ça raconte l'histoire. C'est trop drôle parce que c'est Lost. C'est Lost. On sent que assez d'années ont passé. Le concept de série chorale, truc bizarre avec une mythologie, ça y est, suffisamment de temps a passé, les gens s'en sont un peu lassés. From, rien que le titre c'est Lost, enfin bref, ça ressemble un peu. Ils ont pris l'acteur de Lost. Pour moi, c'est une série qui vibe beaucoup sur les mêmes délires. Okay. C'est très intriguant, effectivement, le début. Ce sont en fait des personnages qui sont bloqués dans un village, vraiment un village pourri aux États-Unis. Ils se retrouvent bloqués en roulant sur la route, c'est-à-dire qu'en fait tu roules sur des autoroutes, imagine t'es dans ta voiture avec des amis ou des proches, machin, et tout d'un coup vous croisez, tout le monde tombe là-dessus, un arbre qui bloque la route. Donc là vous descendez de votre voiture, genre putain, on peut pas aller plus loin, on fait demi-tour. Et là en faisant demi-tour, bizarre, vous arrivez dans ce village alors que vous l'aviez pas traversé, alors que vous étiez sur la même route. Et donc là, dans ce village, vous croisez des villageois qui sont des gens comme vous et moi, et qui vous disent, on est perdu, on sait pas trop pourquoi on est là. Ah bah oui, prenez plutôt cette route. Donc là, ils vous dirigent. Et là, vous reprenez la route, vous allez tout droit, mais vous revenez dans le village. Donc là, vous recroisez les mêmes gens,
Donc ils disent on a dû se tromper de route. Il fait ah oui, vous avez peut-être mal tourné, recommencez. Ils refont une 3e fois. Et là vous êtes sûr. Vous êtes sûr que vous avez roulé droit pendant 1000 ans et vous revenez au village. Et là les personnages ils vous accueillent, ils vous disent on vous a fait faire plusieurs tours pour que vous vous rendiez compte par vous-même. Vous allez jamais sortir. Vous êtes dans une loupe. On est bloqués nous aussi, on a vécu la même chose que vous depuis parfois des gens qui sont bloqués là depuis l'enfance. À ce jour, on n'a jamais trouvé de moyen de sortir. Et accessoirement, dès que la nuit tombe, des fantômes arrivent et nous mangent. Ah mais c'est les loups-garous. Oui. Alors non, parce le que village s'endort. C'est vraiment le village s'endort et là commencent à arriver des créatures qui ressemblent un peu à des humains. Ils ressemblent un peu à la créature de It Follows. Tu sais, des humains, mais vraiment creepy. Vraiment, tu sens qu'il y a un problème avec eux. Et si jamais tu as le malheur de ne pas être dans ta maison, ils te tuent, mais d'une manière horrible. Genre, ils retrouvent les cadavres démembrés, cage thoracique ouverte, les yeux retirés. Enfin, horrible. Et juste comme ils ont, pour se protéger des espèces de talismans, ou si tu accroches ce talisman dans ta maison et que tu restes dans ta maison et que tu n'ouvres aucune porte ni fenêtre, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas passer même une porte. Voilà. Et donc, toute la série, c'est pour ça que ça ressemble à Lost, c'est ce groupe de personnes qui veulent partir, qui veulent trouver un moyen de comprendre ce que c'est cet endroit. Ils ont de l'électricité, mais il n'y a pas de fil électrique dans les machins. Ils comprennent pas ce que sont ces personnages. Donc il y a une mythologie qui se découvre petit à petit. Très fun, tu vas me dire. C'est un concept assez rigolo. Malheureusement, tous les personnages sont insupportables. Ah merde. Très mal joué. Désolé. Sorry to this man. Beaucoup de membres de ce casting sont de très mauvais comédiens. D'autres non. Mais la plupart du temps, ça me cringe niveau acting. Je suis genre, oh mon Dieu, mais oh là 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 là. Ouais, enfin bref, beaucoup de personnages m'agacent. Il y a un personnage d'adolescente en particulier qui est en grande forme. J'avais pas vu une adolescente aussi mal écrite depuis très longtemps. Je pensais qu'on avait appris maintenant que ça sert à rien d'écrire une adolescente qui s'en fout de ses parents, qui envoie chier tout le monde et qui du coup qui en ressort complètement ingrate et ils l'ont écrit que comme ça. Et en plus, la pauvre jeune actrice, tu vois, débute un peu. Tu vois qu'elle met beaucoup du sien, mais c'est pas ça. Elle est mal écrite en plus, donc elle fait avec ce qu'elle peut. Ce personnage en particulier est très très chiant. Il y a un personnage de curé aussi qui joue très mal. Enfin bref. Donc on va dire que j'aurais arrêté cette série à cause de ça depuis bien longtemps. Je pense qu'à partir du 2e épisode, j'aurais arrêté. Tu regardes juste pour savoir. Je regarde que parce que pourquoi, quoi. Et j'ai envie de savoir, et on le regarde avec ma petite sœur et on rigole beaucoup devant. Elle fait très peur, franchement. Ça fait très peur. Il y a des passages qui sont vraiment terrifiants. C'est dommage parce que cette série, avec un meilleur casting et une meilleure écriture, ça aurait pu être un banger parce que le concept est vraiment sympa. Mais je suis quand même curieuse de voir où ça va parce que c'est un peu mieux de saison en saison. Là, je remarque que la saison 2 est mieux que la première déjà, donc je me dis bon, allez, ça va peut-être être de mieux en mieux. La 4e sera la dernière en plus, donc on va avoir des réponses à nos questions. Ma sœur l'a déjà vue, elle m'a dit qu'en plus c'est une série qui te donne des réponses quand même, pas comme Lost dans ses pires moments. Mais c'est très 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 drôle à regarder, bien spooky si vous aimez les séries d'horreur. Donc je vous conseille quand même From, parce que c'est sympa et je suis curieuse de voir où ça va. Et alors, Sébastien, première scène de la série, c'est Harold Perrineau qui va voir... on se rend compte que dans le village, il y a une espèce de communauté de hippies qui vit ensemble dans une seule et même maison. Et on comprend très rapidement qu'en fait, il ne parle plus à son fils et son fils habite cette maison. Et donc, c'est la première réplique de ce personnage, pratiquement. Il va voir la chef de la bande de hippies, il fait Where's my son? Et là, mais le fou rire. Genre, comment tu peux faire encore dire cette réplique à cet acteur qui a passé 7 saisons? Non, bien moins malheureusement parce que le tournage de Lost n'était pas très 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 sain au niveau du traitement des acteurs racisés. Harold Perrineau a dit des choses assez glaçantes et intéressantes à ce sujet. D'ailleurs, je vous encourage à vous renseigner là-dessus. Mais quand même, c'est très rigolo de le voir arriver avec sa voix et faire Where's my son? qui ne s'appelle pas Walt. Heureusement. Ça aurait poussé le bouchon un peu trop loin.
très 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 drôle. Voilà, en ce moment je suis sur ces 4 séries-là. Moi, j'ai repris Yellow Jacket sur la saison 3. Bon, je regarde. Alors j'avoue, moi Faut j'ai bien mettre arrêté quelque chose pendant que je saison fais leur 3. passage. Mais ça allait bien la saison 3 parce que moi j'ai vu les 2 premiers et j'ai dit J'ai non, là vu c'est trop, un j'arrête la série. épisode. J'ai vu un épisode et je me souviens plus. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à aimer cette série comme d'autres l'aiment. Je trouve qu'il manque un truc. Je sais pas. En fait, je crois que je n'aime. Je trouve qu'il gère pas bien. Bah, tu vois, Lost faisait ça bien, gérer les différentes timelines. Oui. Là, je suis très intriguée par l'histoire de elle enfant, mais pas de elle adulte. Je trouve pas que c'est une histoire qui peut tenir 3 saisons. Ça aurait pu en Oui. tenir 2, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu sens que ça. Ils étirent parce qu'il dit, bah, comme en plus, il y a une espèce de deadline, elles sont restées juste 1 an et demi dans la forêt à dos. Tu peux Ouais. pas. Enfin, il y a un moment, il faut que tu étires le temps parce que tu peux pas faire 50 Ouais. saisons parce qu'à un moment, les 18 mois vont Ouais. passer. Donc tout est un peu trop étiré. En plus, il y a le personnage de Juliette Davis. Elle a claqué la porte, je crois, plus ou moins à la série parce qu'elle aimait pas le traitement de son Ouais. personnage. Enfin, il y a des trucs bizarres. Alors moi, je regarde surtout pour Christina Ricci, Ouais. qui Rien que pour elle. rien que pour elle. Mais ouais, ça traîne un peu, quoi. Bah, je voulais continuer pour Elijah parce qu'il est aussi dans la Bon, saison. il est plus là. Enfin, il est là une 7 sur 20. Ouais. Voilà. Donc, non, C'est mon pas côté ouf. loyal. Ouais. Je me suis fait Boba Fett dans le désordre. Parce que j'ai voulu juste regarder les épisodes Oui. avec le Mandalorien. Et en fait, on a fini la série. Puis on s'est regardé avec mon mec en disant, bah, en fait, il faut savoir ce qui s'est passé, quoi. Donc, on a recommencé depuis le début. Donc, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est bon, on a tout vu Boba Fett. Et on va reprendre le Mandalorien après. Mhm. Voilà. Les Drag Race, alors là, il y en a 150. Mais là, on a surtout fini, tout juste, la saison de All Star en France. Julia, qu'as-tu pensé de Oui. cette saison? J'ai trouvé ça plaisant parce que c'est toujours. J'en reviens toujours pas qu'on ait ça en France quand même, c'est vraiment Oui. incroyable. Je trouve qu'on commence à. Ça y est, l'effet de surprise est fini et on commence à être plus exigeant. Je le sens Oui. à travers les réactions des gens. Je le sens aussi avec même la série même. Euh, j'ai trouvé les juges un peu étranges cette saison. Mm. C'est très désagréable quand les juges sont complètement déphasés de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire, Mm. alors je sais que l'art c'est subjectif et qu'on n'a pas forcément le même avis, mais il y a un consensus quand même dans pas mal. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais dans des saisons de Drag Race, normalement, on se dit genre clairement ça c'était. Enfin bref. Où ça peut arriver un épisode de temps en temps, où on dit genre mais Oui. pourquoi ils ont pris cette décision là, c'est trop bizarre. Et là ça arrivait à quasi chaque épisode. Oui. J'exagère peut-être, mais c'est arrivé très souvent au point où je me suis dit genre je comprends plus leurs critères en fait. Oui, c'est En ça. fait. Et c'est la télé-réalité. Nous, on sait plus ou moins où on met les pieds. Après, on accepte le truc ou pas. On sait que voilà, il y a une histoire à raconter. On se doute qu'il y a des queens qui font venir, qui ne feront, enfin, et là je parle de Drag Race en général, hein, qu'elles ne feront pas gagner, ça c'est sûr. Vous n'allez pas me faire croire qu'on a fait Ouais. venir Serena Chacha en disant mais oui, elle a le potentiel de gagner la saison. Non, tu sens que quand ils cassent des queens, ils ont une espèce de peloton en tête, le peloton de celles qui vont partir dans les premiers, celles qui vont plus ou moins partir au Ouais. milieu. Et le plomb de tête. Et il y a des moments où quand même la série se retrouve forcée, où il y a des candidates qui brillent en fait, et donc tu sens vraiment quand la prod dit ah bah tout compte fait, enfin tu sens qu'il y a des queens Ouais. qui arrivent Qui s'en surprennent. sortir, qui arrivent à aller jusqu'au bout, et ça fait des très jolies storylines, et tu sens que la série, enfin que du coup la prod refait un peu leur narration, et du coup on part d'un personnage d'underdog à une évolution, un glow-up au cours de la saison. Et tu as des firmes qui le font de manière plus ou moins bien, parce que c'est un job quand même. Il y a des saisons dans Drag Race où ils le font plus ou moins bien. Et dans Drag Race US, je veux dire. En France, je trouve qu'on n'y arrive pas. Ça marche pas. Ah ouais. Ils n'y arrivent pas et tu sens qu'ils avaient vraiment, comme toutes les firmes, hein, nous ne nous voilons pas la face. Ils ont leur favorite, leur pas favorite. Et ils le montrent pas de manière complètement subtile. Enfin, je trouve qu'ils nous prennent un peu trop pour des idiots.
Ou alors ils le font exprès pour créer une espèce de hate-watching et que le bad buzz, ça fait toujours du buzz. Mais bon, c'est bizarre parce que c'est une émission qui est en mode la bienveillance, le machin, le bidule. Mm, mm. Mais il y a des queens qui sont clairement favorisées. D'autres non, on comprend pas pourquoi. Parce que quand une queen favorisée en fait se plante devant tes yeux, tu te dis mais ça n'a aucun sens. En Mm. plus, ça dessert plus les queens qu'autre chose en fait, parce que du coup les queens Ouais. favorisées se ramassent des haines dans la tête qui n'est pas Ah, justifiée. complètement pas juste. Euh, Ouais. mais bon, au final, la victoire de Mami Wata, et je trouve bien. Enfin, du coup, pour le coup, le point final était bien. Je trouvais Oui. était Bah, cohérent. c'était évident. Enfin, il n'y avait pas de débat pour moi. Mais C'était évident. Puis moi, ce que j'aime bien dans Drag Race, c'est qu'ils essayent plus ou moins de faire gagner des queens qui ont des profils différents. oui. Et sauf que là, entre Paloma, Keona, Le Philippe et Mami Wata, on a vraiment des profils qui sont très différents. Je trouve Ouais. qu'Ellipse aurait été trop un profil proche de Paloma. Ouais. Euh, je trouvais que Mami Wata, c'était la victoire de l'underdog, en fait. Ouais. De la queen qui n'avait pas des looks extraordinaires, qui vient avec 3 bouts de tissu, et qui arrive à nous charmer en se plantant, tu vois. Ça aurait pu Ouais. être une victoire un peu si Lexi Love avait gagné la dernière saison de Drag Race US. Bah, Euh, c'est ce qui s'est passé en UK avec la victoire de comment elle Attends, s'appelle je suis pas à Tia jour Kofi. avec la dernière. Oui, oui, avec Tia Kofi. Oui, oui, c'est exactement. C'est un peu une victoire à la Tia Kofi. On a quand même eu des grands moments. Et Mami Wata, enfin, moi, je démarrais la saison en sachant qu'elle allait gagner. Enfin, pour moi, c'était Hmm. évident. Je sais que c'est agaçant, mais j'étais Team Mami Wata dès sa saison. J'ai Ah tellement, bah oui. tellement, tellement aimé. Je me souviens quand, pour tout le monde, c'était évident que Kayona allait gagner et c'est elle qui le Hmm. méritait le plus. Mais j'étais Team Mami Wata parce qu'il y a toujours une partie de moi qui aimerait bien des fois, on récompense justement l'underdog, celle qui a juste brillé par son bagou, par son charisme, par son humour, et que oui, peut-être que ses looks n'étaient pas aussi polish que les autres, mais c'est la meilleure parce que c'est la meilleure parce que Mami Wada c'est la meilleure. Dès qu'elle rentre dans une pièce, on voit qu'elle. Elle est hyper charmante, elle est drôle. Enfin bref. Et donc du coup, j'avais espéré. Je savais que ça arriverait pas, mais je voulais qu'elle gagne la saison 2 pour cette raison. Et donc c'est pour ça que je suis contente que ça soit enfin arrivé. Hmm. Mais il y a une partie de moi qui me dit genre, ah, elle aurait pu, mais elle méritait aussi de gagner quand elle avait aussi des looks pas aussi polish que maintenant, même si elle Oui, nous a fait des runways absolument incroyables. Les runways étaient incroyables cette saison, par oui, contre. oui. Les Renois On est... Waouh, étaient assez c'était dingues. vraiment On est... du haut niveau. Oui, La Big Bertha, elle a fait des trucs incroyables aussi. J'ai été très étonnée du parcours de Misty Phoenix. Enfin, en fait, je me souvenais pas beaucoup d'elle parce que la Mhm. saison 3 a eu moins d'impact sur moi, je pense. Et du coup, au début, j'étais un peu genre, oh, t'es qui toi déjà et tout ça. Et en fait, elle a été bien présente du début à la fin Mhm. et j'ai beaucoup aimé la retrouver. Elle est très drôle et tout ça. Enfin, j'ai passé une bonne saison avec elle. Ellipse, c'était ma numéro 2, très honnêtement. Mhm. Qu'est-ce qu'elle est drôle aussi. Enfin, Oui, et puis je trouve elle est qu'elle c'est vraiment trop, trop vraiment, fun. tu sens vraiment, je trouve que celle qui a eu la plus grande évolution entre ces deux saisons, elle était beaucoup plus sûre d'elle, puis elle le disait Oui, même, c'est elle vrai. dit je suis venue ici dans le but de m'amuser et j'ai réussi. J'ai dit mais oui, Ouais. ça se voit en fait, elle est plus à l'aise dans l'interview, elle est plus à l'aise dans les challenges, Ouais, ouais. elle est plus à l'aise dans son art. Enfin, je trouve je trouve qu'il y a eu une belle évolution. C'était plaisant de la voir se sentir Ouais, mieux ouais. dans ses bottes dans cette saison. Ouais, ouais. Et Euh, Très bon épisode de Makeover. oui, J'ai c'était un très bon adoré. casting, très bonnes idées. Ouais. Marie-Lou Berry Mhm, était belle comme la nuit. mhm. Euh, Les ouais, chansons d'autres. sympas, les chansons des Girls Alors, Band étaient ouais, sympas. d'habitude, je suis toujours très excitée à l'idée de découvrir quelles chansons françaises on va avoir en lip sync. Et j'ai été pas mal déçue pendant toute la saison. Ah, pardon, je parlais des Sou- chansons des girls Ah, group. pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, elles étaient trop cool, les chansons des Girls Band. Oui, les lip sync, j'ai eu moins de ah oui, ça. Bon, peut-être parce qu'ils ont fait. Oui. Non, il y en a encore d'autres. Si, il y avait celui avec Marion Cotillard qui était fun, avec Edith Piaf. Oui, Camille là, qui serving face sur du Oui. Edith Piaf.
Mais j'étais très content de revoir Camille. C'est une queen que j'ai Oui, vraiment j'aime trop appréciée Camille. après sa saison. Ouais. Et la saison All-Star m'a vraiment confirmé que c'est Hello, un bon c'est petit Camille. gars, c'est une bonne petite drag queen. Puis ouais, non, franchement, elle a pas démérité. Ouais. Et enfin voilà. Mais bon, qu'est-ce que c'est dur. Alors par contre, tu sens que All-Star, c'est pas un exercice. Euh, Enfin, elles sont pas faites pour ça. On fait des saisons en mode non, mais il n'y a pas de compétition, vous êtes toutes des sœurs, c'est de la bienveillance. Et là, c'est en mode alors, vous allez éliminer qui? Et tu sens elles ont pas envie. J'ai trouvé que chaque départ était Ouais. hyper amer, tout le monde pleure. Ouais. Celles qui l'éliminent s'excusent à genoux à chaque fois. Ouais. Pardon, on Ouais, n'est pas non. fait pour ça, les Français. Non, ouais, c'est ça. T'es là, genre, non, alors, ne refaites pas ça, s'il vous plaît, parce que tu Tu sens que penses qu'il y c'était aura plus de dur, quoi. All-Star? Si, je pense qu'il y aura un All-Star. Bon, pas tout de suite, il n'y en aura pas tous les ans comme dans US, hein. Ouais, Euh, tant mieux. mais qu'il ne refasse pas ses règles d'élimination, quoi. Ouais. Ça Bah, marche ils étaient pas. obligés de le faire là parce que il fallait démarquer une saison normale d'une saison All-Star et le grand public qui regarde pas Drag Race depuis trop longtemps peut-être ne connaissait pas encore ce concept. Oui, mais bon. Mais c'est vrai que nous on s'est dit genre ah oui c'est des classiques, c'est des règles classiques de All-Star ça dis donc. Oui, c'est ça. Et puis, je sais pas, essayer de trouver autre chose. Pourtant, ils en ont des idées nouvelles, ils arrivent à en trouver. Mais. Bah tu vois celles qu'ils ont eu pour le dernier All-Star là avec les brackets là, et tout ça, ça m'a hmm. perdu. Mais Oui, beaucoup d'autres c'est gens trop. ont aimé. J'arrivais pas à trop comprendre et tout ça. Enfin, ouais, je Hmm. sais pas. Est-ce que tu peux nous parler je vais faire ma Amy Poehler dans son podcast euh, Gunhen. Qu'est-ce qui te fait rire en ce moment sur Internet? Parce que je sais qu'il y a un truc qui te fait beaucoup rire depuis 48 heures. C'est l'histoire de potluck. Oh, oh mon dieu. Mais tu la Parce que connaissais? Ben non, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Je ne suis Non, plus parce que sur TikTok. bah, en fait, il y avait plein de gens qui m'ont dit genre ah mais oui, je l'adore et mais Sébastien, mais je suis obsédée par ce qu'elle fait. Parce que tu la suis du coup. Bah du coup, je me suis mis à la suivre. Attends, alors c'est vraiment j'ai découvert ça il y a 2 jours, donc j'ai pas encore son nom en tête. Elle est jamaïcaine, enfin de ce qu'elle je crois qu'à un moment j'ai vu une personne poster. Regarde, j'ouvre TikTok, c'est la première chose qu'on propose. La voilà. Bro alors, elle s'appelle Shai, j'espère que je le prononce bien. Mhm. Donc, aux États-Unis, ils ont une tradition qui est très états-unienne. J'ai l'impression qu'en France, on n'a pas vraiment la même. C'est pas une tradition qui est très. Quand ils font généralement un repas entre amis, Nick. un repas entre collègues, en famille, moins en famille, c'est plutôt avec les amis et les collègues, ils font ce qu'ils appellent des potlucks. En France, c'est un peu les auberges espagnoles, je dirais le même concept. En gros, c'est on fait un grand dîner et chacun ramène un plat. Mais Ah, la bonne pas, franquette quoi. pas comme nous quand on ramène un saucisson et des tomates cerises. Là, au potluck, on attend que tu ramènes, Un je plat. sais pas, un gratin un gratin de machin, des lasagnes, un Un gâteau, enfin, gâteau, une voilà, salade. exactement, pour que au final, sur la table, il y ait beaucoup, beaucoup de plats et chacun va se servir, machin, machin, et ils font la fête et bidule. Donc ça s'appelle des potlucks. Et donc, il y a une trend de TikTok depuis quelques temps où en fait, quand tu fais un potluck avec tes amis, tu filmes et chacun dit bonjour, je m'appelle Julia et j'ai ramené des lasagnes. Bonjour, moi je m'appelle Sébastien et j'ai ramené une bouteille de vin. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi. Donc, cette personne extrêmement talentueuse, Shai, s'est décrétée juge et bourreau des potlucks. Où en fait, elle reprend. Là, je rentre dans juste la technicité de comment marchent ces vidéos. Elle prend les vidéos et entre chaque présentation, bonjour, je m'appelle machin et j'ai ramené tant, elle se filme et elle prononce la sentence de ce que cette personne mérite en ayant ramené ce mets. Donc, ça Elle est peut très aller exigeante. Elle est extrêmement exigeante, donc vous allez être condamné à mort très rapidement. Vous pouvez être condamné à mort, à de la torture, à de l'exil. La chose la plus où vous pouvez espérer, c'est juste être déclaré innocent et vous repartez libre. Et de temps en temps,
elle octroie les clés de la ville à des gens. Elle plante souvent des arbres aussi en l'honneur de qui a ramené des superbes plats. Et des fois, les clés de la ville te sont remis par le roi Charles d'Angleterre. Là, c'est vraiment que c'était très ouf. Donc ça, ce sont voilà, différents. Et de temps en temps, t'as des nouveaux aussi. Je crois qu'à un moment, elle a juste dit à un gars genre « Just go home ». Parce que c'était pas possible. Et donc, bref, il n'y a elle pas le que fait... les cuisiniers qui sont condamnés. Il y a souvent le chauffeur Uber qui les amène. Effectivement. Et C'est leurs ça, avocats. parce que des fois, elle condamne. Imaginons, tu as juste ramené une bouteille de coca. Elle te condamne alors, elle trouve des manières presque moyenâgeuses de t'exécuter. The Iron Daughter, c'est cette espèce de. Oups. L'Iron Lady. Espèce de. Iron Maiden. Iron Lady, merci. Excuse-moi. Iron Maiden, c'est ça. Bref, c'est des tortures vraiment moyenâgeuses. Donc, elle te condamne toi, mais elle dit aussi et ton chauffeur Uber que tu as pris pour venir au potluck, et ton avocat aussi peut aussi être condamné à mort. Et des fois, c'est carrément l'avocat du chauffeur Uber aussi. Il y a aussi des fois, par exemple, où elle te condamne toi et l'avocat du chauffeur Uber, mais pas le chauffeur Uber. Il faut suivre, quoi. Et donc, elle en fait beaucoup. Et en fait, elle a, avec ses vidéos... Donc, bref, donc là, je vous raconte ça comme si c'était au premier degré. Mais c'est juste une excellente actrice, en fait. Elle a une intonation qu'elle répète à chaque fois. Par exemple, je crois que ce que je préfère, c'est quand elle dit couloir de la mort, elle fait Death Row. Puis elle fait vibrer la caméra tellement elle est pleine de rage pour les plats qui méritent une place dans le couloir de la mort. Et du coup, en fait, elle a créé une mythologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gens qui adorent ces vidéos que maintenant, il y a des chauffeurs Uber qui se filment, genre, quand t'es chauffeur Uber et tu vois que ton passager va au potluck et il a juste ramené un paquet de chips, et là, ils les font genre, quoi, tu ramènes un paquet de chips, tu sors de mon Uber, moi, je veux pas me faire condamner à mort par la juge des potlucks et tout ça. Il y a aussi des avocats qui se filment aussi, genre, quand ton client te dit qu'il a été condamné à mort pour les potlucks, genre, non, ça dépend ce que t'avais ramené, tout ça. C'est extraordinaire. Elle a créé tout. Moi, j'adore TikTok pour ça. Je sais que TikTok, j'essaye aussi d'y aller beaucoup moins parce qu'il y a un côté. Le doom scrolling est vraiment violent des fois. Mais j'adore des fois que ça provoque de l'art commun. Et ça, c'est un exemple. Oui, c'est ces moments vraiment... où Internet se met ensemble pour s'amuser, quoi. C'est rigolo. Exactement. Ces moments... Ça me rappelle un peu Vine aussi, quand on est tous sur Vine et tout. C'est ces moments où l'humanité me fait trop rire. Attends, je vais mettre un exemple. Alors là, carrément. Bravo. Alors, elle, c'est pas bon. J'adore. Voilà. Trop drôle. Mais oui, terminons sur Death Row for you and your lawyer. On va se revoir vite. J'espère avant que Taylor Swift ait sorti son album. Oui. Voilà. The life of a showgirl. Tu crois que c'est ça la chanson? Ça va faire The life of a showgirl. Est-ce qu'il y a une chanson en IA qui est sortie? Non, bah non. Ah, c'est peut-être signe que les gens se calment un peu avec l'IA. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, non, j'ai pas entendu encore. Mais j'ai peut-être loupé. Ok, très bien. Bon, on vous fait des gros poutous. Bonne rentrée. Bisous tout le monde. L'automne arrive enfin. Ça suffit l'été. Oui. Prenez votre vitamine D. Faites des petites marches dehors dans la rue. N'oubliez pas que la vie, ce n'est pas que le travail. Je sais pas. Voilà. Allez, des gros bisous. Bisous tout le monde. Bye.